Donc, on continue toujours avec les examens de l'année 2021-2022 en prenant l'exercice qui parle de l'exercice 3 qui parle de lame à passe parallèle. Voilà. Ici, on demande de déterminer dans les conditions de l'approximation de Gauss la relation de conjugaison d'une lame à passe parallèle d'indice N2 d'épaisseur E lorsqu'elle sépare deux milieux de même indice N1. Figure 3. Voilà. Donc ici, voici la figure 3 en question. Donc il y a une lame, voilà, à face parallèle. Voilà, donc il y a deux faces. Voilà. Maintenant, la lame même, son indice optique est N2. Maintenant, la lame est plongée dans un milieu dont l'indice est N1. Donc, on va obtenir l'équation de conjugaison, en fait, de la lame à face parallèle. Voilà. Donc, nous allons, sans plus tarder, le faire. Donc, je pense que c'est la première question de cet exercice, l'exercice 3. Question 1, petit a. Voilà. Donc, question 1, petit a. Comment est-ce que vous devez vous représenter une lame en fait à passe parallèle? Voilà. Donc, quand je parle de lame à face parallèle, en fait, vous pouvez imaginer la lame à face parallèle en fait comme quelque chose comme ceci, par exemple. Disons de façon physique, c'est comme voilà, quelque chose comme ça. Et puis peut-être que c'est en verre, peut-être qu'à l'intérieur, ce n'est que du verre. Vous voyez, il n'y a que du verre dedans. Donc, voilà. Donc, c'est une lame à deux faces qui sont parallèles en quelque sorte. Voilà. Et puis, quand on envoie un rayon lumineux, le rayon lumineux va sortir par ici. Et comme ça, quoi. On ne sait pas comment ça va sortir quand même. Mais pour le moment, c'est pas tout. Et tu vois, on envoie un rayon lumineux, le rayon lumineux sort là-dedans. Bon, c'est ça une lame à face parallèle. C'est ça une lame à face parallèle. Voilà. C'est comme en fait une boîte en verre, quoi. Une boîte en verre posée en deux faces parallèles. C'est ça qu'on représente en fait comme ceci. C'est ça qu'on représente avec juste, disons, deux droites comme ça. Donc, une première, qui sont parallèles en fait. Les deux étant bien sûr parallèles. Une situation, il y a deux trucs parallèles comme ça. Voilà, donc, les deux étant parallèles. Voilà. Donc, on fait savoir que l'indice optique, voilà, du milieu compris entre les deux dioptres plans. Donc, ici, c'est un dioptre plan, sigma 1, sigma 2. Voilà, donc, disons, le milieu qui est entre les deux dioptres plans, peut-être c'est du verre, par exemple, peut-être, bon, voilà. C'est un milieu transparent dont l'indice optique est N2. Est-ce que ça va l'énoncer? Et maintenant, peut-être que voilà, cette lame-là est placée lui-même dans un milieu dont l'indice optique est N1. Donc, N1, N1. On dit qu'on est face à une lame symétrique parce que l'indice à gauche de sigma 1, c'est l'indice à droite de sigma 2, N1, N1. Quoi. Ça peut être différent. Bon, ici, on veut étudier une lame symétrique en quelque sorte. Voilà. Donc, maintenant, on va essayer ensemble de construire l'image d'un objet. L'image d'un point A à travers cette lame à face parallèle. Donc, imaginons qu'il y a ici un point A. Je vais construire l'image du point A à travers ce dioptre. Pas à travers d'abord le dioptre sigma 1. C'est-à-dire que le système optique ici, c'est l'ensemble sigma 1, sigma 2. Donc, la lame à face parallèle, c'est, disons, c'est les deux en même temps. C'est sigma 1, sigma 2 qui constituent la lame à face parallèle. Pour trouver l'image d'un point A à travers la lame à face parallèle, vous devez d'abord trouver l'image du point A à travers le premier dioptre. Vous allez trouver l'image du point A tout d'abord à travers le premier dioptre. Voilà. Peut-être qu'en cherchant l'image du point A, vous tombez sur un point A1. Maintenant, vous allez chercher l'image du point A1 à travers le second dioptre. C'est-à-dire A pour image à travers le premier dioptre A1. L'image A1, vous cherchez maintenant son image même à travers le dioptre sigma 2. Et vous obtenez A'. On dira que A' est l'image de A à travers la lame à face parallèle constituée de sigma 1 et de sigma 2. Donc concrètement ici, j'ai pris un point A. Je prends un point A par exemple, quelque part ici. Je prends mon point A. Je vais chercher l'image, je fais comme si je cherchais l'image du point A à travers le premier dioptre sigma 1. Quand je dis que je cherche l'image du point A à travers le dioptre sigma 1,
je fais comme si sigma 2 n'existait pas. Quand je dis que je cherche l'image du point A à travers le premier job sigma 1, je fais comme si l'autre job sigma 2 là, je fais comme s'il n'existe même pas. Et moi, je trace tranquillement. Je sais que pour trouver l'image du point A, j'ai besoin de deux rayons qui passent par le point A. Le premier rayon, on le prend de façon incidente, de façon normale au job sigma 1. Ça frappe de façon normale le premier job et ça continue son chemin. Voilà. Donc ça, c'est la première image que j'ai. Le premier rang lumineux qui passe par A, lui, il n'est pas dévié parce que il est sous incidence normale. Le second, qui lui sera dévié, voilà, je mets comme ceci. Voilà, il frappe le job sigma 1 en un point d'incidence I. En un point d'incidence I. Donc ici, l'incidence est normale, ce que je disais. Donc il me faut représenter la normale là-bas. La normale comme ceci par exemple. Donc, la normale en I, comme je dis par exemple. Donc il y aura une réfraction, par exemple. Une réfraction, voilà. Si par exemple la lampe à face polaire était plongée dans l'air, par exemple, était plongée dans l'air, et que N2 c'était du verre, par exemple, dans ce cas, le rayon dans le milieu d'indice N2 va se rapprocher de la normale quand on est dans N2. Ça va se rapprocher de la normale quand on est dans N2. Ce qui fait que ça va être, après ici, ça va être peut-être un truc comme ça. Voilà, peut-être un truc comme ça. Et voilà. Peut-être un truc comme ça, voilà. Je se rapproche de la normale de l'autre côté. Puis ça continue son chemin en quelque sorte, quoi. Bon, ok. Donc, un truc de ce genre, approximativement. Ouais, ça, non. Donc, et pour trouver l'image, il faut prolonger donc les deux rayons qui émergent de sigma 1. Donc, ces deux rayons qui émergent de sigma 1, en fait, voilà, il faut que je les prolonge. Il faut que je les prolonge. Donc, je prolonge celui-là. Commencer, je prolonge celui-là. Voilà. Donc, je le prolonge comme ceci. Voilà, je prolonge celui-là aussi. Voilà. Je le prolonge aussi. Vous voyez son prolongement. Vous voyez là où ça se trouve. Voilà. Donc, je viens de construire le point A1 qui est l'image. J'ai négligé sigma 2, quoi. Je fais comme si ça n'existait même pas. Voilà. Voilà. Donc, je viens de construire l'image du point A avec le premier d'autre. On a obtenu A1. Maintenant, je vais construire maintenant l'image de A1. Je fais maintenant comme si c'est A1 qui est l'objet. Mais A1 est l'objet pour sigma 2. Je fais comme si A1 c'est l'objet pour sigma 2. Elle se voit. Donc, je vais maintenant imaginer que je trace en fait des rayons lumineux passant par A1 maintenant. Passant par A1. Donc, voilà, on y va avec l'image du point 1 alors. Donc, le point A1. Donc, je fais maintenant comme si sigma 1 n'existait pas. Je construis l'image de ce point A1 à travers le second dioptre qui est sigma 2. Voilà. Donc, l'image de A1. Donc, je trace un rayon lumineux comme ceci, quoi. Vous voyez, sous incidence normale. Donc, vous voyez que ce rayon lumineux sous incidence normale ne va pas être, disons, dévié. Ça ne va pas être dévié selon pas sigma 2, parce que ça vient sous incidence normale sur sigma 2. Donc, il ne sera pas dévié. Donc, voilà. Maintenant, le second rayon lumineux, on va le tracer comme ça. On va le tracer dans cette direction, il vient. Voilà. Mais maintenant, arrivé au niveau du sigma 2 là, arrivé au niveau du sigma 2, attention, puis le sigma 2, c'est pas deux milieux d'indices optiques différents. Arrivé au niveau du sigma 2 là, ce rayon lumineux sera réfracté. Lorsqu'elle vient au niveau du sigma 2, il sera réfracté au niveau du sigma 2. Donc, il faut représenter la normale là-bas. La normale au niveau du sigma 2. Voilà. Donc, peut-être que cette normale-là est, voilà. Quelque chose comme ça. Donc, non, pareil la précédente. Hein. Bon, c'est un dessin approximatif que je fais. Hein. OK. Arrivé là,
ce rayon-là est reflété comme je le disais. Donc, j'avais supposé que le dessin que je fais dans le cas où N2 est plus grand que N1. Exemple, N2 désigne l'indice du verre et N1 l'indice de l'air, par exemple. Voilà. Donc, j'ai fait le dessin dans ce genre de cas. Donc, dans le cas où N2 supérieur à 1, c'est ce que j'ai fait. Donc, de ce fait, comme le rayon va s'écarter de la normale de l'autre côté, on va s'écarter de la normale. Ici, s'écarte de la normale. Voilà. Je note aussi quelque chose, c'est que si je notais le premier rayon qui est arrivé là, voilà, l'angle d'incidence pour le premier I, de l'angle là, le premier angle d'incidence pour l'objet A, voilà, le premier angle d'incidence I. Là, son angle de réfraction ici, c'est ça qui est R. Vous voyez, peut-être ça, c'est R. Vous allez voir que ce même angle, quand on va là-bas, vous allez voir que les angles sont alternes internes parce qu'il y a deux droites parallèles comme ça et il y a une qui fait comme ça. L'angle ici, c'est l'angle ici. On parle de angle alterne interne. Donc, l'angle R se répète encore ici. C'est encore R, quoi. Là-bas aussi, c'est encore R. Vous voyez ça, non? Donc, comme ça, avec incidence I, ils sont avec un angle de réfraction R. Alors que l'angle R ici désigne l'angle de. C'est-à-dire pour le gel sigma 2 là, l'angle R est plutôt un angle d'incidence. Donc, ça va sortir avec l'angle I, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez un dioptre. Donc, il y a la normale comme ça. Et puis, voilà. Ça va un truc comme ça. Donc, l'angle, si ça vient avec l'angle d'incidence I, si ça vient avec l'angle d'incidence I, et que ça soit avec l'angle de réfraction R, ça veut dire que si ça vient avec l'angle R, ça va sortir avec I, quoi. Donc, c'est dans les deux sens. C'est le principe du retour inverse de la lumière. Donc, si ça vient avec I et que ça soit avec R, ça veut dire que si ça vient avec R, ça va sortir avec I. Donc, je veux dire que comme ça vient ici avec R, ça va sortir donc avec I tout naturellement. Donc, le courant ici, et l'angle ici, c'est quoi? C'est I. L'angle là-bas, c'est I. Vous voyez l'idée? Voilà, donc, c'est ça. Maintenant, pour trouver l'image de A1 à travers le dioptre, quel dioptre? Le dioptre sigma 2. Il faut donc prendre l'interaction des deux rayons qui émergent de sigma 2. Donc, à savoir quoi? Celui-là, ce rayon qui est ici, ce rayon-là, quoi. Il faut voir leur intersection. Donc, il faut les prolonger en quelque sorte. Il faut les prolonger. Donc, ici, le premier, là, il est déjà prolongé. Celui-là est déjà prolongé, donc pas la peine. Maintenant, pour l'autre. L'autre, je parle de quoi? Pour celui-ci, son prolongement, le prolongement de l'autre rayon. Donc, celui-là continue comme ça, voilà. Il faut prolonger. Voilà, c'est le jaune, c'est le rayon jaune en fait qui sort de sigma 2 qu'il faut projeter. Bon, je voulais le tracer en rouge, mais bon, c'est déjà fait. Donc, c'est ce rayon-là qu'il faut, disons, prolonger. Celui-ci. Donc, voilà, on va. Non, ça, c'est lui qu'il faut prolonger. Hein. Ce que je signe, c'est tout sauf une droite. Donc, c'est celui-là qu'il faut prolonger. Vous pouvez le voir, donc c'est lui-là qu'il faut prolonger en quelque sorte. Et là, ça va toucher. Donc, bon, c'est difficile à construire cette image-là avec un schéma. Hein. Bon, en fait, les deux ne devaient pas se toucher. Hein. Je vais faire un dessin pour bien voir, pour mieux voir la situation. Hein. Sinon, ce dessin ne pourra pas bien nous aider. Donc, je disais, le rayon va sortir d'être comme ceci. Peut-être comme ceci, voilà. Par exemple, c'est juste un dessin approximatif. Donc, la normale, quant à elle, était prolongée comme cela. Donc, on prolonge le rayon réfracté au niveau du sigma 2, donc on le prolonge. Voilà, voilà qui est mieux. Voilà qui est mieux, largement même.
Donc, ça le touche quelque part ici. Hein. Voilà. Donc, c'est ça qui est le point, le deuxième point. Donc, l'image A1 qui va donner A', l'image finale. Donc, qui est le point A'. Voilà. Donc, ici, il y a l'angle d'incidence I. Voilà. Donc, finalement, A' est l'image du point A à travers la lame à face parallèle. Donc, on a construit d'abord l'image du point A à travers le dioptre sigma 1 en négligeant sigma 2. C'est ça qui nous a permis d'avoir A1. Maintenant, on a construit l'image de A1 à travers sigma 2 en négligeant sigma 1. C'est ça qui nous a permis d'avoir A'. Voilà. Donc, maintenant, on va avoir l'équation de conjugaison de la lame à face parallèle. Quand on parle d'équation de conjugaison ici, de la lame à face parallèle, c'est de trouver une relation entre la position de l'objet. L'objet ici, c'est A. Donc, relation entre la position de l'objet, donc relation entre la position de l'objet et celle de l'image qui est A'. C'est ça qu'on appelle l'équation de conjugaison. Voilà. Donc, comme nous savons déjà que pour faire la construction, d'abord, on a cherché l'image du point A à travers le dioptre plan sigma 1 pour avoir A1. Voilà. Je vais utiliser l'équation de conjugaison des dioptres plans parce que sigma 1 est un dioptre plan. Je connais déjà l'équation qui va lier A à A1. Voilà. Je connais déjà l'équation qui lie l'objet et l'image lorsqu'il s'agit d'un dioptre plan. Voilà. C'est établi d'ailleurs dans le cours. Voilà. Et donc, voilà, pour trouver cette relation, qu'elles sont faites. Voilà. Donc, il faut que je répète A et A1. A est où? A1 est où? Donc, voici A, voici A1. Là, je cherche le point qui est sur le dioptre sigma 1 et qui est aligné avec A1 et A. Donc, A1 et A, donc je vais noter le point là, ici, peut-être le point O1. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, O1, sigma 1 sur sigma 1, il y a le point O1, quoi. Donc, O1 est sur sigma 1 et l'objet et l'image A et A1 sont alignés avec O1. Voilà. Donc, de ce fait, je sais que l'objet ici se trouve dans quel milieu? L'objet A, l'objet est dans le milieu, l'objet dans un milieu d'indice, dans un milieu, l'objet A se trouve dans un milieu d'indice N1. L'objet A dans un milieu d'indice N1. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le dioptre sigma 1, c'est pas un milieu, le milieu d'indice N1 du milieu d'indice quoi? N2. Dans ce cas, je sais que la formule de conjugaison des dioptres permet de dire que voilà, l'indice optique du milieu dans lequel se trouve l'objet divisé par la position de l'objet. Donc, je dois prendre le point O1 pour travailler ici. Divisé par la position de l'objet de O1 à quoi? À l'objet A est égal. L'indice de l'autre milieu divisé par la position de l'image. Donc, de O1 à quoi? L'image ici, c'est A1. Donc, ça, c'est la première relation de conjugaison du dioptre plan. On fait la même chose pour le second dioptre. Donc, ensuite, on a trouvé l'image à travers le dioptre sigma 2. On a trouvé l'image à travers le dioptre sigma 2 de quoi? De A1. On a trouvé l'image à travers le dioptre sigma 2. Donc, l'image de A1, on l'avait appelée A'. Voyez-vous? Donc, sigma 2 sépare quel milieu de quel milieu? Donc, ici, sigma 2 sépare le milieu d'indice, le milieu avant sigma 2. Le milieu avant sigma 2, c'est un milieu d'indice N2. Voilà. Et après, c'est quoi? C'est N1. Donc, N2 et N1. Donc, avant sigma 2, il y a N2. Il y a N1. Donc, là, il faut prendre quoi? Sigma 2, il faut prendre un point qui est aligné avec A1 et A'. Un point sur sigma 2. Donc, là, je vais l'appeler le point O2, par exemple. O2. Voyez-vous? Voilà. Donc, je vais dire que, alors, l'indice optique, donc ici, je pourrais écrire que N2 divisé par quoi? Donc, l'indice optique dans lequel l'objet ici, A1, se trouve. Attention, n'allez pas dire que, par exemple, A1 se trouve dans le milieu d'indice N1. Pas dans cette logique-là que je parle, quoi. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, c'est comme si je négligeais sigma 1 et N1 là. Je fais comme si il n'y avait pas ça, quoi. Pour sigma 2 là, je fais comme si sigma 1 n'existait pas. Je fais comme si N1 aussi n'existait pas. C'est-à-dire, quand je travaille avec sigma 2, moi, ce que je vois, c'est juste l'indice qui est avant sigma 2, qui est N2, et ce qui est après sigma 2, qui est N1. Donc, pour moi, c'est comme si A1 se situait dans le milieu d'indice optique N2, quoi.
Parce que sigma 1 pour moi n'existe pas. Sigma 1 n'existe pas, N1 n'existe pas. Sigma 1, 1 là. Bon, il n'y a pas ça. Il n'y a que N2, N1. Donc pour moi, 1, c'est comme si c'est dans le lieu d'indice N2 en fait. Je vois. Donc avant sigma 2, c'est N2. Après sigma 2, c'est N1. Tout simplement. Donc, ici, je vais faire N2 divisé par la position de quoi? De A1. N2 divisé par la position de A1 qui est O2A1 est égal à quoi? L'autre indice. Donc l'autre indice, c'est N1. Voilà. Divisé par quoi? La position de l'image. Donc, et puis à partir de O2, A'. Vous voyez que ici, le point à prendre, c'est O2 divisé par, qui est sur sigma de telle sorte que O2, A1 et A' soient alignés. Donc, vous voyez, on a deux relations. Première relation, deuxième relation. On va les confronter pour trouver une relation entre A et A'. Donc, je vais écrire que finalement, on a les deux relations là. Donc, la première qui est celle-ci et la seconde qu'on vient d'obtenir. Donc, on avait obtenu la première, voilà, et la seconde qui est N2 divisé par O2A1 est égal à N1 divisé par O2A'. Voilà. Donc, arrivé ici, je veux une relation entre l'image et l'objet. Donc, il me faut quoi? En fait, je dois éliminer A1. Parce que moi, la relation que je veux, c'est la relation entre A et quoi? Et A'. Donc, ici, A1 représente pour moi un intrus. Intrus, donc, à éliminer. Donc, comment éliminer l'intrus en quelque sorte? Voilà. Donc, simple pour éliminer l'intrus ici. Je peux tirer, par exemple, O1A1, papa, puis tirer O1A1 et tirer aussi O2A1. Voilà, dans le premier. Je vais tirer O1A1 dans le premier et O2A1 dans le second. C'est une possibilité. Donc, je tire dans le premier là, je tire O1A1 comme étant égal à quoi? O1A1, quand on le tire, nous aurons N2 divisé par N1 multiplié par O1A. Voilà. Donc, O1A1 est égal à N2 fois O1A divisé par N2 fois O1A divisé par N1. On fait la même chose pour O2A1 ici. Donc, je vais tirer O2A1 dans la seconde relation ici. Donc, si je tire O2A1 là-bas, c'est égal à quoi? Là-bas, c'est N2 divisé par N1 fois quoi? O2A1. C'est N2 divisé par N1 fois O2A'. Voilà. Maintenant, il doit y avoir une relation O1A1 et O2A1. Je vais faire juste une différence. Faire la différence entre les deux. Vous allez voir que les A1 vont partir. Quand je fais O1A1, moins mesure algébrique de O1, moins mesure algébrique de O2A1. Voilà, ça fait alors, vous voyez que je peux mettre N2 sur N1 en facteur. Vous avez N2 sur N1 que je mets en facteur. Facteur de O1A moins quoi? O2A quoi? À A'. Maintenant, ici, c'est comme si les mesures algébriques se comportent comme des vecteurs. Les mesures algébriques se comportent comme des vecteurs. Donc, la mesure algébrique de O1 à 1, moins ça, là, ça c'est comme plus la mesure algébrique de A1 O2, quoi. Pour pouvoir appliquer la relation de Charles. Voilà, la mesure algébrique de O1A moins la mesure algébrique de O2A. Donc, vous voyez que O1A1 plus A1 O2, vous voyez que A1 va partir. Avec Charles, vous aurez O1, mesure algébrique de O1 O2 qui est égal à quoi? N2 sur N1 facteur de O1A moins quoi? O2A'. Donc, si vous tirez alors O1A moins O2A', vous allez obtenir alors O1A, position de l'objet, moins la position de l'image. La position de l'objet se répétant par rapport à O1, moins la position de l'image par rapport à O2, voilà, est égal à N1 sur N2 fois la mesure algébrique de O1, O2. Enfin, on peut poser l'épaisseur de la lame à face parallèle. Hein. L'épaisseur de la lame parallèle comme O1, O2, c'est-à-dire de là à là, quoi. Comme E. E, l'épaisseur. Donc, l'épaisseur de la lame parallèle. La distance, c'est pas O1 de O2. La distance, c'est pas le dioptre sigma 1 du dioptre sigma 2. Donc, de ce fait, ici, nous aurons quoi?
N1 sur N2 fois l'épaisseur E. Donc, on a alors la relation de conjugaison. Position de l'objet moins position de l'image égale à ceci. Donc, une bonne équation de conjugaison alors. Bonne équation de conjugaison. Donc, on vient d'établir l'équation de conjugaison de la lame à face parallèle. On passe à la question B. À la question B, on demande d'en déduire le grandissement longitudinal et le grandissement transversal. Nous allons expliquer ce qu'on appelle grandissement longitudinal et grandissement transversal pour un système optique. Voilà. Que c'est que les grandissements pour un système optique. Voilà. Un article sur Wikipédia. En optique, le grandissement noté gamma est associé au rapport d'une grandeur de l'objet à son équivalent pour l'image de cet objet à travers un système optique. C'est une grandeur sans dimension qui permet de relier les dimensions d'un objet perpendiculaire à l'axe optique et de son image dans le cas du grandissement transversal. Voilà. Donc, on dit qu'il permet de relier les dimensions d'un objet perpendiculaire à l'axe optique et de son image dans le cas du grandissement transversal. Exemple, tu vois par exemple ce qu'on a dessiné ici, car les systèmes optiques objectifs. Voilà. Ils ont pris l'axe optique, c'est ça qui est la droite qui passe, la droite noire qui passe et traverse le système optique là. Voilà. Donc, ils ont pris AB, il est conçu son image. AB, tu vas voir que AB est perpendiculaire à l'axe optique. Son image A'B' aussi est perpendiculaire à l'axe optique. Voilà. Donc, le grandissement transversal, ici, pour l'objet AB, c'est le rapport A'B' divisé par AB. Donc, quand tu prends un objet qui est perpendiculaire à l'axe optique, quand tu prends un objet qui est perpendiculaire à l'axe optique, le grandissement, ici, transversal, c'est le rapport entre l'image A'B' divisé par l'objet AB. Voilà. Donc, quand on parle de grandissement, quand on parle de grandissement transversal, il faut que tu prennes un objet. Il faut que tu prennes un objet, voilà, qui est perpendiculaire à l'axe optique de ton système optique. Et il faut que tu construis son image A'B'. Si par exemple l'objet a une taille de 2 mètres, l'objet qui est perpendiculaire à l'axe optique a une taille de 2 mètres et que son image a une taille de 1 mètre, ça veut dire le grandissement est de 1 sur 2. Voilà. Ça l'idée. Donc, ça c'est le grandissement transversal. Les angles d'un passant par un objet et son image par rapport à l'axe optique, dans les cas du grandissement angulaire, bon, pour le moment, ça ne nous intéresse pas pour le grandissement angulaire. Les dimensions de l'objet parallèles à l'axe optique et de son image sur l'axe optique, dans le cas du grandissement longitudinal. Voilà. Donc, pour le grandissement longitudinal, tu vois par exemple, ils ont pris l'objet AC. Tu vois l'objet AC. Voilà, l'objet AC, tu vois, ça suit l'axe optique, quoi. C'est parallèle à l'axe optique. AC à la direction de l'axe optique. Tu vois, son image, c'est ça qu'on a représenté A'C' de l'autre côté en vert. Lui aussi, il suit l'axe optique. Donc, le rapport entre A'C' et AC est appelé grandissement longitudinal. Longitudinal veut dire que l'objet que tu dois prendre doit suivre l'axe optique. Tu vois, le transversal veut dire que ça doit être perpendiculaire à l'axe optique. C'est juste ça. Voilà. Donc, on a donné les formules de grandissement. Hein. Grandissement transversal, angulaire, longitudinal. Pourquoi le grandissement donne le rapport entre la taille de l'objet vu d'une certaine façon et la taille de l'image aussi vue d'une certaine façon. Voilà. Donc, bon, c'est ce qu'il faut savoir ici. Donc, en ce qui concerne le grandissement. Donc, c'est ce que nous allons faire ici dans le cas de la lame à face parallèle. Voilà ce que nous allons faire. Donc, on y va. Alors, donc pour calculer le grandissement, commençons par le grandissement longitudinal. Mais le grandissement longitudinal ou transversal. Grandissement transversal. Bon, je vais commencer par le grandissement transversal. Donc, ici, l'axe optique, c'est ça qui est sur l'axe optique.
ici pour ma lame à face parallèle, c'est cet axe-là, ça qui est l'axe optique pour moi. OK? Donc, je vais, ici il y a un objet A, on va sur l'image A'. Je vais prendre un autre objet B. Je vais prendre un autre objet B pour calculer le grandissement longitudinal, plutôt le grandissement longitudinal. Je vais prendre un autre objet B. Je vais construire son image. Je vais construire l'image de l'objet B. Voyez-vous l'idée? Je vais prendre un autre objet. Donc, et construire son image à travers la lame à face parallèle. Hein. Peut-être va donner B', c'est pas tout où. Peut-être que B' va être quelque part ici. Donc, peut-être que B', son image B', c'est peut-être. Hein. Et puis, il va y avoir une relation entre la taille de l'objet, ici AB, et son image qui est quoi? A', B'. Il va y avoir la relation qui est entre les deux. Donc, il va diviser A', B' par AB pour avoir le grandissement longitudinal. Voilà. Donc, en gros, pour calculer le grandissement longitudinal, il faut que vous preniez un autre point. Voilà. Donc, calcul du grandissement longitudinal que je vais baptiser par gamma longitudinal. Pourquoi pas gamma L? Je vais baptiser par gamma L. Donc, gamma L, gamma longitudinal. Et donc, on va prendre donc un point B de l'axe optique, c'est ça, non? Voilà, on prend un autre point B qui a pour image à travers la lame à face parallèle sigma 1, sigma 2, B'. Donc, l'objet A, lui, il avait pour image pas sigma 1, sigma 2, il avait une image qui est A'. Voilà. Donc, on prend ici B. A et B sont sur l'axe optique. Là. Donc, c'est-à-dire ça appartient à la droite ou 1 ou 2. Voilà. Donc, A', B', automatiquement, eux aussi sont sur l'axe 1 ou 2. Donc, dans ce cas, on veut calculer le grandissement toute la salle. Longitudinal. Voilà. Donc, le grandissement longitudinal, c'est tout simplement le rapport entre quoi? A', B', la taille de l'image et la taille de l'objet, donc AB. C'est le grandissement longitudinal. Donc, il faut trouver la relation ici entre A', B' et AB. Donc, une relation entre A', B' et AB. Voilà. Donc, pour trouver cette relation, ce que nous allons faire, donc, on va à notre schéma. On va trouver d'abord la licence AA'. Voilà. On va trouver la licence AA' pour commencer. Je vais calculer la licence AA' parce que je pense que ça va m'aider. Vous verrez en quoi cela pourrait nous aider. On va essayer d'évaluer la licence AA' à partir de cette relation quand même. On peut avoir AA', pourquoi pas. On va juste introduire des points intermédiaires. Donc, A', voilà, on va introduire les points intermédiaires. On savait qu'on connaissait O1A, donc je vais introduire le point O1 dedans. A, O1, c'est-à-dire A', je vais introduire les points O1 et O2. Donc, je vais écrire ça vers A, O1. En termes de. Les mesures algébriques se comportent comme des vecteurs, quoi. Donc, vous écrivez les mesures algébriques de A, O1, plus ensuite, je vais introduire O2, donc plus mesure algébrique de O1, O2. Enfin, plus quoi? Mesure algébrique de O2A'. Voilà. Comme ça, arrivé ici, je pourrais écrire que ça fait. Voilà. Je vais commencer par O1, O2. Voilà. Maintenant, plus, je vais écrire O2A'. Maintenant, A, O1, la mesure algébrique de A1, c'est même moins la mesure algébrique de O1A. Et je pense que ceci est donné par l'équation de conjugaison. Hein. L'équation de conjugaison donne O1A moins O2A'. O1A moins O2A', ça fait 1 sur N2 fois E. Donc, on a O1A moins O2A'. Mais ici, c'est O2A' moins O1A. Donc, je peux écrire ça comme O1, O2. Maintenant, moins, on va avoir O1A, voilà, moins O2A', afin d'utiliser la relation de conjugaison qu'on a eu à établir. Cette relation de conjugaison permet d'avoir quoi? 1 sur N2 fois l'épaisseur E. On va faire l'épaisseur E. Donc, ça c'est même l'épaisseur E. Donc, E moins l'épaisseur N1 sur N2 fois E. Voilà. Ce qui permet de mettre E en facteur et avoir E fois quoi? 1 moins N1 sur quoi? N2. Donc, ça, c'est lorsqu'on prend A quoi? De A à quoi?
A', c'est A' que je viens de calculer comme ça. Maintenant, c'est pas encore ce que je veux, hein, ok? Je vais aussi calculer BB'. Je vais aussi calculer BB'. Voilà, ça c'est lorsque je prends un objet A et qu'on lui associe une image A', un objet A sur l'axe optique qui vérifie ça. Vous voyez que ceci est constant. C'est-à-dire que ça ne dépend que de l'épaisseur de la lame à face parallèle qui est constante, N1 qui est constante et N2 qui est constante. Donc, ça veut dire que pour BB' aussi, ça va donner la même chose. Ça veut dire que ceci est valable quel que soit le point A que vous prenez sur l'axe optique. Donc, si c'est vrai quel que soit le point A qui est sur l'axe optique, c'est aussi vrai pour le point B aussi quelconque sur l'axe optique. Donc, je pourrais dire que de la même façon, vous pouvez aussi écrire que BB', allez, plus cette relation, elle est universelle pour tous les points A. Donc, c'est aussi valable pour le point B, voilà, et son image B'. E fois 1 moins N1 sur N2. En fait, c'est juste pour finalement écrire que ici, voilà, la mesure algébrique de A' est égale à quoi? La mesure algébrique de BB'. À partir de là, je peux avoir une relation entre A'B' et AB. À partir de là, je peux avoir une relation entre A'B' et AB. Vous savez, si vous avez A' égale à BB', imaginez que A est ici et que A' est ici, par exemple. A' qui est égal à BB'. Bon, par exemple, dans le cas d'un parallélogramme, BB'. Vous pouvez en même temps déduire que AB est égal à A'B', quoi. C'est quelque chose de vrai. Même sur une droite, quand vous avez A' qui est égal à BB', vous automatiquement dit que la distance sépare le point A de B est égale à la distance sépare le point A' du point B'. Voilà, c'est vrai. Donc, quand j'ai ça, je peux automatiquement dire que donc, il y a égalité entre quoi et quoi? Il y a égalité entre A, B et quoi? Et A' et tout. Et du fait de cette égalité, ça veut dire que le grandissement gamma, le grandissement longitudinal gamma, L, qui fait A'B' sur AB, va tout simplement être égal à quoi? À, comme A'B' c'est AB, ça fait AB sur AB. Et donc, le grandissement longitudinal pour une lame à face parallèle est égal à 1. Voilà. Nous allons maintenant évaluer le grandissement, l'autre grandissement, c'est-à-dire quel grandissement ici? Le grandissement transversal. Donc, calcul du grandissement transversal, gamma t. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je vais faire un autre schéma pour que vous voyez bien. Pour le calcul du grandissement transversal, c'est comme si, là, nous avons notre lame à face parallèle, que voici. Nous avons notre lame à face parallèle. Nous avons ici, voilà, pour 1 ou 2. Donc, 1 ou 2. Je vais dessiner une toute droite un peu plus haut, peut-être, comme ceci. Donc, on laisse ça pour le moment. Donc, voilà. Donc, c'est comme il y a l'objet ici, l'objet, voilà, AB, qui est transversal, quoi, donc perpendiculaire à l'axe optique. Voilà. Donc, ça, c'est l'objet AB. Donc, il y a A ici, et ici AB. Vous voyez, donc perpendiculaire ici. Parce que pour calculer le grandissement transversal, il faut que AB soit transversal, donc perpendiculaire à l'axe optique. Donc, un angle droit ici. Vous voyez, on avait construit l'image du point A, on a trouvé un point A' un peu devant ici. Je ne vais pas reprendre la construction. Voilà. Maintenant, on va construire l'image du point B aussi. On va construire l'image du point B. Certainement qu'on va trouver un point B' ici. On peut démontrer ça. En tout cas, on va démontrer ça quand même. On va démontrer que l'image va se former ici. Que pour le point B, l'image va se former là-bas. Et dans ce cas, vous voyez que l'image ne va pas grandir, quoi. Le grandissement sera aussi 1 dans ce cas. C'est ce qu'on va démontrer. Voyez-vous? Donc ici, on a la relation peut-être, on a O1 ici, on a O2 ici. Donc je vais noter, je vais prendre notre point ici, H1 et H2. Voilà. Donc on a eu à établir que A', voilà, je rappelle qu'on a eu à établir ici que le A', ça fait quoi? L'épaisseur E facteur de 1 moins N1 divisé par quoi? N2. Donc on a eu à établir que A', ça fait E facteur de disons E, c'est ça qui est O1 ou 2, quoi. E désigne O1 ou 2. Ouais, c'est ça qui est O1 ou 2 facteur de quoi? De 1 moins N1 sur quoi?
N2. Vous verrez que de la même façon, on peut démontrer que dB' quant à lui sera quoi? Donc là-bas, ça sera les points considérés, c'est H1 et H2 qui vous prennent quoi? Ça sera H1, H2. On peut démontrer de la même façon. Vous avez H1, H2, facteur de quoi? 1 moins N1 sur quoi? N2. Voilà. On remarque que O1, O2, c'est égal en fait à H1, H2 quoi. C'est la même chose. De ce fait, ça veut dire que A', les deux là vont donner les mêmes choses quoi. Donc, vous verrez finalement que A' serait égal à quoi? À BB'. À partir de là, vous pouvez comprendre que on est dans un parallélogramme en quelque sorte quoi. On est dans un parallélogramme. Donc, on peut dire à partir de A' égale B' que AB est égal à quoi? A'. Et de ce fait, le grandissement transversal plutôt est égal à A'B' sur AB. Donc, doit être donc égal aussi à. Donc, finalement, pour la lame à face parallèle, le grandissement longitudinal et le grandissement transversal sont égaux à 1. C'est ce qu'il faut faire pour cette question. Donc, il faut bien comprendre ce qu'on appelle grandissement longitudinal et ce qu'on appelle grandissement transversal. Voilà. Donc, ensuite, question suivante. Que devient le déplacement longitudinal? Voilà. Que devient le déplacement longitudinal si la lame est placée dans l'air? On demande, bon, de A, exprimer le déplacement longitudinal tout d'abord. Ensuite, B, que devient le déplacement longitudinal si la lame est placée dans l'air? On demande d'exprimer le déplacement longitudinal. Que devient ce déplacement longitudinal si la lame est placée dans l'air? Le déplacement longitudinal, c'est quoi qu'on appelle par déplacement longitudinal? Donc, déplacement longitudinal. En fait, quand on parle de déplacement longitudinal, c'est la distance longitudinale qui est entre l'objet et son image, entre A et A' sur l'axe optique. Donc, le déplacement longitudinal, que je vais noter ici petit d, c'est juste l'écart entre A et A', quoi. On avait à calculer, on vient d'utiliser ça, on avait à calculer, on a trouvé que c'est l'épaisseur E, c'est 1 moins quoi? R1 sur N2. Donc, dans le cas où on est dans l'air, lorsque la lame d'indice optique N2 est plongée dans un milieu qui est l'air, son indice est N1 égale à 1. Voyez-vous? Donc, c'est ça le déplacement longitudinal. Voilà. Donc, dans l'air, l'indice de l'air est, dans l'air, N1 serait égal à 1, quoi. L'indice de l'air, c'est 1. Donc, dans l'air, on aura le déplacement longitudinal égal à A', mesure algébrique, qui serait égal à E facteur de tout simplement 1 moins 1 sur N2. Voilà. Donc, c'est ce que nous obtiendrons si nous étions dans l'air. Voilà. Donc, la question qui suit, c'est quoi? Je me semble que voilà, à la question suivante, que devient, est-ce que le déplacement latéral pour, on voit, que devient le déplacement longitudinal si la lame est placée dans l'air? C'est ce que nous venons de faire. Ensuite, estimer le déplacement latéral pour un angle d'incidence quelconque I. Voilà, on veut maintenant le déplacement latéral. Que devient le déplacement latéral dans le cas de la lame à face parallèle utilisée dans les conditions de Gauss? Voilà. Donc après, on demande dans les conditions de Gauss de donner le déplacement latéral. Donc, on veut calculer le déplacement latéral. Donc, déplacement latéral. Donc, déplacement latéral. Voilà. Donc, le déplacement latéral, c'est la distance qu'il y a entre le rayon incident, donc c'est le rayon incident, celui qui passe par l'objet A, voilà, celui que l'objet A émet, et le rayon émergent de la lame. Voilà, c'est la distance entre les deux là. Les deux là sont parallèles en fait. C'est la distance qui sépare ces deux rayons. Voilà. Qui est le déplacement en fait latéral, voilà. C'est la distance entre les deux. Donc, ce que nous allons faire, je vais répondre ce schéma-ci. Je vais prendre ce schéma.
Donc, un truc de ce genre-là. Au lieu de l'accent latéral, si on veut représenter cela, c'est la distance entre les deux là. Les deux là doivent être parallèles normalement. Hein. Donc, c'est la distance entre les deux là. Donc, voilà. Je pourrais représenter ça par exemple ici. Disons cette distance en fait. Et le déplacement latéral. Si on prend la perpendiculaire, voilà. Cette distance. Il doit y avoir un angle droit ici. Un angle droit ici. Voilà. C'est la distance là qui est le déplacement latéral qu'on note souvent delta. Donc, pour évaluer le déplacement latéral, nous faisons quoi? Donc, voici un meilleur schéma. Voilà. Avec ça, on voit bien les choses. Donc, je dis que le déplacement latéral, c'est la distance qui sépare le rayon ici, incident, le rayon émergent. Le rayon incident, c'est celui qui est en jaune. Celui qui émerge, c'est celui qui est en rouge. Donc, c'est la distance entre les deux. C'est ce que j'ai représenté en orange. C'est ça qui est delta, quoi. Ce que j'ai représenté en orange. C'est ça qui est delta, en fait. Donc, delta, c'est encore, ça peut se représenter ici, quoi. Delta, c'est cette distance, en fait. Voilà. C'est ça. C'est ça qui est delta. Le déplacement latéral, delta. Donc ici, j'ai noté I, l'angle d'incidence en vert, l'angle de réfraction en bleu. Voilà, l'angle de réfraction qui est ici, sur, voilà, qui est encore de l'autre côté, angle interne, donc parfait. Avec ça, nous pouvons travailler. Maintenant, je vais, l'angle alpha, ce que j'ai appelé l'angle alpha, l'angle entre et la droite IJ, la droite JA', donc la droite IJ, la droite JA', voilà, tout en alpha. Vous pouvez remarquer que on peut laisser en fonction de I et R, parce que quand vous faites en fait alpha plus R, avec quoi? Alpha plus R, c'est l'angle I. Ils sont opposés par le sommet, quoi, voyez l'angle I. Voilà. Il s'oppose à au-delà, à R et à alpha au niveau du sommet. Donc, quand on fait alpha plus R, ça va donner l'angle I. Donc, vous voyez que je peux dire alpha comme étant égal à quoi? I moins R, voilà. Maintenant, je dis que avec alpha, je peux avoir le déplacement latéral. Si j'exprime par exemple le cosinus de l'angle alpha, le sinus de l'angle alpha, voilà. Vous voyez que le côté opposé, c'est ça qui est le déplacement latéral. Donc, si j'exprime le sinus de l'angle alpha, vous verrez que ça donne côté opposé delta sur l'hypoténuse qui est I. Donc, première relation que nous gardons. Maintenant, deuxième relation, que ça, c'est le sinus de l'angle alpha. Hein, c'est le déplacement latéral sur IJ. Ensuite, pour gérer le IJ là, je vais prendre l'angle de déflation R qui est ici. Dans le triangle qui est rectangle ici, dans le triangle IJ, sur une peut-être le point là P, dans le triangle IJP, rectangle en P, je vais essayer d'exprimer le cosinus de l'angle R. Le cosinus de l'angle R. Vous allez voir que le cosinus de l'angle R, quand à lui, ça fait le côté adjacent. C'est pour avoir, en fait, voilà, IJ finalement. Vers le côté adjacent. Le côté adjacent ici, c'est IP. Le côté adjacent IP sur l'hypoténuse. L'hypoténuse qui est IJ. Voilà. Maintenant, notez bien que IP là, c'est l'épaisseur. Le IAP, c'est l'épaisseur de la lame. Le point I au point P, c'est l'épaisseur de la lame. À face parallèle. Donc, ça fait le E divisé par IJ. Donc, deuxième relation. Avec ça, je peux simplifier les IJ dans la relation. Je peux simplifier les IJ. Donc, si je fais la division, les IJ vont partir. J'aurai sinus alpha divisé par cosinus de l'angle R est égal à quoi? Donc, delta divisé par IJ que l'on divise par E divisé par IJ. Donc, vous voyez que les IJ vont partir. Ça va donner donc delta sur quoi? Sur l'épaisseur. Avec ça, je peux tirer le déplacement latéral. Donc, le déplacement latéral delta, ça fait tout simplement quoi? E fois sinus alpha divisé par cosinus l'angle R. Or, j'ai dit que alpha, en fait, ce n'est tout que l'angle I moins R. Alpha, c'est I moins R. Donc, ça va faire E fois sinus de l'angle I moins R divisé par cosinus de l'angle R.
Je vais chercher à exprimer tout seulement en fonction de l'angle I. Voilà. Et pour ce faire, je vais essayer la formule d'addition, la fameuse formule d'addition là. Donc, l'état E fois, donc sinus de I moins sinus I, cosinus de R, moins cosinus de I, fois sinus de R, divisé par le cosinus de R. Vous voyez ça? Donc, ça, c'est le déplacement latéral, delta. Avec ça, je vais écrire que ça fait E fois, je vais diviser quoi? Sinus I sur. Voilà, donc on fait ça divisé par ça. Les cosinus R vont se simplifier. Ça va donner ici sinus I. Je ne veux pas avoir de R dans l'expression. Donc ici, on va mettre moins cosinus de I. Sinus de R. Sinus de R. En fait, vous savez que cosinus carré plus sinus carré, c'est 1. Donc cosinus de R ici, va écrire ça comme racine carrée de 1 moins sinus carré de R. On est d'accord? On peut toujours écrire cosinus de R comme racine carrée de 1 moins sinus carré de R. Sachant que R est un angle aigu et que cosinus carré R plus sinus carré R égale à 1. Quand on tire cosinus carré R, on trouvera 1 moins sinus carré R. Cosinus R est positif ici. Parce que l'angle R est aigu, quoi. Donc cosinus R, c'est pas moins racine carrée, mais c'est plus racine carrée ici. Cosinus R, c'est plus la racine carrée de 1 moins sinus carré de l'angle R. Voilà. Maintenant, on va aller maintenant appliquer, comme on ne veut que des I dans l'expression, je vais aller écrire que, vous savez, avec la loi de Descartes, vous savez que sinus de I, divisé par le sinus de... Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'indice du milieu, donc c'était de N1 à N2, hein. On était de N1 à N2, l'angle d'incidence était I et l'angle de réfraction R. Donc on pourra dire que N1 sinus I est égal à quoi? N2 sinus R. De ce fait, je peux tirer sinus R comme étant égal à quoi? N1 sur N2 fois sinus de l'angle d'incidence. Est-ce que vous allez utiliser? Donc, le déplacement latéral, on remplace dedans pour avoir quoi alors? Le déplacement latéral delta qui est égal à E facteur de sinus de l'angle d'incidence moins cosinus I, sinus de R, donc cosinus I. Donc, le sinus de R ici, c'est N1 sur N2 sinus de I. Voilà. Sinus de I. Je mets ici sinus de l'angle d'incidence I. Cosinus I fois N1 sur N2 sinus de l'angle d'incidence I. Donc, cosinus I sinus R sur racine carrée de 1 moins sinus carré R. Donc, on met racine carrée de 1 moins sinus carré R. Donc, le carré, ça sera N1 carré sur N2 carré sinus carré de l'angle d'incidence I. Voilà. Parce qu'il y a sinus I qu'on peut mettre en facteur, puis il y a sinus I ici, il y a aussi sinus I ici. Donc, on va que le déplacement latéral, ça va être quoi? E fois sinus de l'angle d'incidence I, facteur de 1 moins N1 cosinus de l'angle d'incidence I, divisé par N2 fois la racine carrée de 1 moins N1 au carré sur N2 au carré, sinus carré de l'angle d'incidence. Bon, si l'envie me plaisait, je pourrais chercher à avoir que des sinus I dans l'expression, c'est-à-dire uniquement que delta, le déplacement latéral, est E fois sinus de I, fois 1 moins N1 sur N2. Je vais écrire cosinus I comme la racine carrée de 1 moins sinus carré I. Cosinus I, là, je peux l'écrire comme racine carrée de 1 moins sinus carré I. Donc, j'aurai 1 moins sinus carré I divisé par 1 moins N1 carré sur N2 carré sinus carré de l'angle d'incidence pour le déplacement latéral. Donc, on peut retenir cette expression-là pour le déplacement latéral. Donc, voilà. C'est l'expression du déplacement latéral en général sans utiliser aucune condition de stigmatisme. On n'a même pas utilisé l'équation de conjugaison ici des autres plans. On a juste fait des calculs géométriques de façon directe. Voilà. Donc, on trouve ce déplacement latéral. Ensuite, question que l'on pose. Donc, question posée. Après avoir trouvé le déplacement latéral,
Que devient le déplacement latéral dans le cas de la lame à face parallèle utilisée dans les conditions de bourse. Donc ça, c'est le déplacement latéral sans les conditions de bourse. Ce qu'on vient de trouver là, c'est sans les conditions de bourse. Ensuite, on demande que devient le déplacement latéral dans le cas de la lame à face parallèle utilisée dans les conditions de bourse. Voilà, donc on veut trouver le déplacement latéral utilisé dans les conditions de bourse. Donc le déplacement latéral utilisé dans les conditions de bourse. Dans les conditions de bourse. Donc les conditions de bourse, c'est-à-dire on prend l'angle I faible, quoi. Donc dans les conditions de bourse, on va essayer de simplifier. Dans les conditions de bourse, on prend l'angle I très proche de 0. On fait l'approximation là. Donc lorsque I est très proche de 0, sinus carré de I est approché par 0, quoi. Et sinus I, quant à lui, est approché par I. Voilà. Donc sinus I est approché par I, sinus carré I, bon, on le prend quasiment mieux. Le sinus I est très faible. Et à plus forte raison, son carré là est encore plus faible. Voyez-vous. Donc c'est pour ça qu'on approxime sinus I par I, mais on approxime son carré par 0. On va dire que son carré est proche de 0. Voyez-vous, quand un nombre est petit, son carré est encore très très petit. Voilà. Donc ici, on va approcher sinus I par I et sinus carré I par 0. Ce qui fait que ici, on aura 1, quoi. 1 sur 1. On aura 1 ici, quoi. Ici, on aura I. Donc on verra que dans ce cas, le déplacement latéral va être tout simplement quoi? E fois quoi? E fois petit I facteur de 1 moins 1 fois 1 sur N2. Ensuite, on demande de trouver une relation avec le déplacement longitudinal. Quelle relation avec le déplacement longitudinal? Rappelons que le déplacement longitudinal avait donné E fois ça, quoi. Or, on rappelle que le déplacement longitudinal qui est A' avait donné quoi? E facteur de quoi? 1 moins N1 sur N2. Ce qui fait que donc le déplacement latéral, c'est quoi? L'angle d'incidence I fois quoi? Fois le déplacement longitudinal A'. Donc c'est la relation que l'on demande. Voilà. Donc, voilà. Donc dans les conditions de bourse, on a cette relation. Il me semble que c'est tout pour cet exercice. Hein. Voilà. C'est tout pour cet exercice. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut faire en fait. C'est ce qu'il faut faire au niveau de la lame à face parallèle. Donc, tous ces résultats qu'on vient de démontrer doivent être connus, doivent être assimilés, devez savoir parfaitement les démontrer. Voilà.